continuons à remettre en question l'actualité. C'est le principe. Je vous ai dit beaucoup de questions aujourd'hui, et notamment concernant Pierre Palmade, donc, qui aurait reconnu les faits et admis qu'il n'avait pas dormi depuis 3 jours sous effet de la drogue. Je viens de vous le préciser, effet de la drogue, et notamment de 8 doses de 3 MMC injectées entre 12 heures et le moment de l'accident. La dernière injection serait survenue 30 minutes avant ce dernier. Bon, alors, pour nous éclairer, le professeur Nicolas Simon, le professeur de médecine et d'addictologie à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, est avec nous. Bonjour, professeur. Bonjour. Bon, j'ai évidemment pas mal de questions à vous poser là-dessus, parce que on parle de ce 3 MMC, mais dans les déclarations de l'entourage, du monde de la nuit et de je ne sais qui encore, tout le monde dit « Ah bah oui, le 3 MMC, ah bah oui, évidemment, ah bah oui, évidemment ». Qu'est-ce que c'est que ce produit, une drogue de synthèse? On est bien d'accord que ce sont des laboratoires qui travaillent au service de la drogue, là, dans ce cas-là. Oui, tout à fait. Là, on parle de nouveaux produits de synthèse, c'est-à-dire, en fait, ce sont des produits chimiques synthétisés en laboratoire. Et là, en l'occurrence, ça fait partie d'une famille chimique qu'on appelle les catinones. À l'origine, ça vient d'une plante, le cat, qu'on trouve plutôt en Éthiopie, qui était mâché pour avoir des effets stimulants. Et à partir de cette plante, on a extrait la molécule. Et donc maintenant, il y a des laboratoires qui font des dérivés chimiques de la molécule originaire de la plante, dont le 3-MMC, le 4-MMC, etc. Bon, professeur, il y a 2 choses. C'est soit ces laboratoires travaillent sur cette plante parce qu'elle peut avoir des effets positifs dans le cadre d'un autre traitement, d'autres médicaments, auquel cas on comprend qu'ils la travaillent, soit cette plante ne sert qu'à faire ces drogues de synthèse, et auquel cas, ça me semble assez facile de dire stop. Il y a d'autres utilisations quand même de ces plantes. Alors, à ma connaissance, les catinones aujourd'hui ne sont utilisées que, je dirais dans un terme pudique, dans un but récréatif. Ah Quand oui, on parle de laboratoire, c'est un grand mot. Hein, c'est des laboratoires clandestins qui travaillent sur les catinones. Et il faut savoir que dans ces nouveaux produits de synthèse, on parle de plus de 400 molécules différentes. C'est-à-dire que les laboratoires sont ces laboratoires clandestins sont sans arrêt en train de créer une nouvelle molécule. Bon, c'est déroutant. C'est-à-dire que c'est vrai que sur cette notion de laboratoire, là, il faut s'arrêter, parce que ça n'a rien à voir, bien sûr, avec vos confrères, ces professionnels qui travaillent, qui font des avancées, qui font de la recherche médicale. Là, nous sommes sur quasiment une entreprise mafieuse qui met en place un système quasi industriel, et qui en plus a des experts visiblement, parce que ce n'est pas je prends la plante, je la broie. Vous nous expliquez qu'il y a un savoir-faire aussi. Tout à fait. Alors après, on les connaît pas, hein, ces laboratoires, mais il faut être capable effectivement de faire de la synthèse chimique, de la transformation chimique, de la purification. Enfin, c'est pas n'importe qui est capable de produire ce type de molécules, ça c'est clair. Et puis encore une fois, il y en a de nouvelles chaque année qui sortent pour essayer d'échapper justement au contrôle, à la surveillance, et rendre les tests de dépistage extrêmement compliqués. Bon, on a évidemment aujourd'hui un discours politique qui est très axé sur la lutte contre la drogue, la priorité. Alors il y a bien sûr le trafic autour de la cocaïne, on va dire les produits phares, cocaïne, marijuana, etc. etc. Là, ce n'est pas le seul combat. Est-ce que finalement cette affaire Palmade est en train de mettre à jour un problème de la drogue bien identifié, mais beaucoup plus complexe, avec des ramifications encore plus complexes que ce que l'on imaginait finalement? Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle nouveaux produits de synthèse, c'est entre guillemets nouveau pour le grand public, mais dans le monde des addictologues, ce sont des produits auxquels on est confronté depuis maintenant longtemps, hein, plus de 10 ans. Et effectivement, comme vous disiez, pour chaque type de drogue, il y a des nouveaux produits synthétisés. C'est les 400 dont je parlais tout à l'heure. Il y a des dérivés à partir du cannabis, vous avez des dérivés à partir de la cocaïne, vous avez des dérivés à partir de l'héroïne. Chaque drogue a aujourd'hui ces nouveaux produits synthétiques beaucoup plus dangereux, beaucoup plus addictogènes.
Parlons-en justement, professeur Nicolas Simon, et j'en profite pour vous remercier encore une nouvelle fois au nom de tous les auditeurs de Sud Radio, parce que bien sûr, vous, votre domaine, c'est le médical, et vous acceptez aussi de répondre à cette problématique qui est beaucoup plus large que le médical. Mais revenons justement au médical. Que permet, entre guillemets, cette drogue? Il y a cette notion euphorisante de ne pas reconnaître l'interdit, c'est ça le principe de base? Alors bon, si on parle des catinones, parce qu'encore une fois, il y a plein de familles différentes dans ces nouveaux produits. Si on parle des catinones, c'est l'effet recherché, c'est une énergie accrue, c'est une facilité de contact vers les autres. On a fait ça un effet empathogène, une augmentation de la libido, une augmentation du sentiment de toute puissance. Donc vraiment des effets, je dirais, qui ressemblent à la cocaïne, mais en plus exacerbés, mais également avec des risques beaucoup plus importants. Mais dans ce que vous dites finalement, alors d'une manière béotienne, béotien que je suis dans ce domaine, c'est-à-dire que là, nous avons un produit qui permet en fait une augmentation de la consommation, de la relation sexuelle, on va dire, dans une démarche assez masculine, parce que il y a effectivement la fameuse érection, le toucher, le sentiment de toute puissance aussi. Donc on est finalement sur un produit qui a été adapté pour ce qu'on appelle, et là aussi on l'a découvert à l'occasion de cette affaire Palmade, le fameux chemsex, le chemsex. Oui, c'est exactement chemsex pour chemical sexual. Et effectivement, ce sont des produits. Encore une fois, il y a plein de familles de drogues, mais cette famille-là est particulièrement adaptée à ça. Qui finalement peut avoir intérêt à développer ce genre de produits? Quand je dis qui, c'est-à-dire on est bien d'accord, quelqu'un qui voudrait faire du business, ça tout le monde le dit, mais est-ce que c'est plus dans le domaine de l'industrie pharmaceutique? Est-ce que c'est plus dans le domaine mafieux ou autre? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez, vous, une idée, une perception des retours éventuellement? Là, en ce qui me concerne, ça va être uniquement une opinion personnelle. Je pense que ce sont des laboratoires clandestins, parce que je ne connais pas de laboratoire pharmaceutique digne de ce nom qui développerait ce type de produit. Autant s'agissant de médicaments qui sont antalgiques, donc des dérivés, de l'opium, si vous voulez. Là, effectivement, dans une indication de douleur, on peut imaginer c'est pas qu'on imagine, c'est qu'il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus, des laboratoires pharmaceutiques. Mais s'agissant de stimulants du type des catinones, j'espère bien que non. En tout cas, moi, il n'y en a pas à ma connaissance. Votre métier, je le rappelle, professeur Nicolas Simon, c'est professeur de médecine et d'addictologie à l'assistance publique aux hôpitaux de Marseille. Quand vous prenez conscience, quand vous constatez cette dérive et puis ce développement donc de tel type de produit, vous devez à certains moments être un peu démoralisé, parce que vous n'allez jamais vous en sortir. Vous travaillez au quotidien pour accompagner, mais plus vous avancez et plus les autres avancent aussi. Oui, c'est un peu par analogie ce que rencontrent les collègues qui travaillent contre le dopage. Au fur et à mesure que vous arrivez à maîtriser quelque chose, il y a un nouveau produit qui sort. Mais le domaine des addictions est vaste, donc ça le rend aussi passionnant, quelque part. On ne fait jamais deux fois la même chose. Sur le travail, alors on va dire entre guillemets, je prends volontairement ce terme de désintoxication, c'est beaucoup plus facile de travailler sur quelqu'un qui consomme de la cocaïne ou des drogues de synthèse? Le problème ne se pose pas comme ça. Je dirais que quand on dit que les drogues de synthèse sont plus addictogènes, c'est-à-dire qu'elles vont permettre d'être dépendant beaucoup plus rapidement et de façon sévère, plus rapidement. Maintenant, si vous comparez deux personnes à niveau d'addiction équivalente, que ce soit la cocaïne ou une catinone, la problématique pour nous ne sera pas fondamentalement différente. Mais effectivement, le risque pour quelqu'un qui prend ce type de produit de devenir addict
est beaucoup plus rapide. Il y aura besoin de moins de temps, si vous voulez, pour avoir des signes de sévérité. Merci beaucoup, professeur Nicolas Simon. Et vous nous confirmez en tout cas ce matin le sentiment général. Pierre Palmade a fait des révélations et ces révélations vont certainement aider encore plus à prendre conscience de la complexité aujourd'hui de la lutte contre la drogue. Nous en reparlerons. Et bien sûr, si vous, les auditeurs de Sud Radio, vous avez des témoignages à ce sujet, si vous en avez consommé, par exemple, des 3 MMC, des drogues de synthèse, n'hésitez pas. 0826 300 300. En tout cas, c'est terrifiant, c'est même un peu révoltant. Il est temps de prendre ce problème à bras le corps. Nous marquons. Dans un instant, comme promis, donc, nous allons nous intéresser à la question du débat des sénateurs et aussi à la tension du jour entre le gouvernement, toujours une nouvelle fois, et plus précisément Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et Jérôme Guedj, le député socialiste. Vous allez voir, sacré passe d'armes. Mais avant, une information qui vient de nous arriver, une information très triste, notamment pour tous les fans de football. Juste Fontaine est mort. Recordman des buts, 13 buts marqués en une Coupe du Monde, la fameuse Coupe du Monde 1958 où les Français sont arrivés en demi-finale. Juste Fontaine est décédé à l'âge de 89 ans suite à un communiqué délivré par sa famille. Un homme exceptionnel qui a fait les grandes heures de l'équipe de France, du stade de Reims, recordman des buts. Donc Juste Fontaine, c'était Coppa, puis Anthony, voilà, toute cette génération qui nous quitte au fur et à mesure. Ainsi va la vie, ainsi va le temps. Nous évoquerons évidemment, bien sûr, tout au long de cette journée sur Sud Radio, la mémoire de Juste Fontaine. Fera-t-on un jour mieux que lui? 13 buts inscrits dans une Coupe du Monde. Peut-être Kylian Mbappé, mais le football a bien changé. Juste Fontaine nous a quittés. Une pensée, bien sûr, pour lui et pour ses proches de la part de toute l'équipe de Sud Radio. Allez, revenons sur notre deuxième grand sujet d'actualité de la matinée. Dans un courrier au député PS Jérôme Guedj, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, écrit « Le nombre de nouveaux retraités franchissant le seuil des 1 200 € par le seul fait de la hausse des minima de pension se chiffrera entre 10 000 et 20 000 personnes. » D'accord, dont acte. Donc, il reconnaît que Jérôme Guedj avait raison. Écoutez ce qui se passait à l'Assemblée nationale le 16 février dernier, après lui avoir posé ses questions et lui avoir avancé ses chiffres, puisque Jérôme Guedj s'était rendu à la direction de la Sécurité sociale, qu'il avait mené une enquête. Écoutez ce que lui avait répondu le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Mais vous êtes tellement déconnecté de la réalité que vous pensez que pour une petite pension, 70 à 80 € par mois, c'est pas beaucoup. Nous avons chaque année 800 000 nouveaux retraités. Sur ces 800 000 nouveaux retraités, grâce au minimum de pension, 200 000 vont avoir une pension plus importante que prévu. La réalité, monsieur Guedj, c'est que vous perdez les pédales depuis quelques jours maintenant. Après des semaines à nous avoir expliqué qu'il n'y avait pas de déficit, vous avez reconnu qu'il y a un déficit. Vous ne savez plus comment faire. Vous avez mis toute la coalition autour de la France Insoumise dans l'embarras. Vous ne savez pas comment vous refaire la cerise. Voilà, alors évidemment, après coup, ça fait plutôt mauvais genre. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, ce matin a pris la parole. Il a tenu à préciser donc effectivement, du fait de la réforme de la retraite, il y aurait 15 à 20 000 personnes qui bénéficieraient de ces 1 200 € en plus, alors que le ministre avait annoncé donc 40 000, mais ce sont 40 000 qui se cumulent entre ceux qui bénéficient de l'effet de la réforme et ceux qui, logiquement, l'avaient. Petite astuce, mais qui dit bien aussi l'erreur. Pour parler de ces débats qui vont se poursuivre au Sénat, nous avons notre politologue constitutionnaliste de référence, Benjamin Morel. Benjamin Morel, La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme, aux éditions du CERF. On en profite pour rappeler ce livre. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bon, Benjamin, on va bien sûr parler des débats au Sénat, parce que déjà, ça a pas mal avancé avec hier la commission qui a validé ce projet de loi sur les retraites. Mais avant, je voulais votre avis. Que va-t-il se passer concernant Olivier Dussopt? Vous l'avez déjà interviewé, nous le recevons sur les plateaux. C'est quelqu'un qui, bon, de toute façon, a du talent puisqu'il est à ce poste, mais qui de temps en temps semble hésitant. Il a craqué dernièrement. N'est-il pas en train d'être dépassé par la tâche ?
En grande partie, c'est-à-dire que c'est pas forcément un ministre qui a l'habitude justement d'une situation parlementaire, qui est une situation parlementaire aujourd'hui compliquée. Et il faut bien comprendre qu'elle va être également compliquée au Sénat pour d'autres raisons. Alors il va y avoir un peu d'obstruction par la gauche qui veut examiner l'article 7 mais ne pas voter le texte. Mais surtout, il va y avoir une droite sénatoriale qui va être sur une offensive beaucoup plus fine en réalité, en tentant de faire adopter son texte et en tentant de le mettre en porte-à-faux. Or, la séquence que vous venez de montrer va probablement lui être ressortie, justement pour tenter de décrédibiliser le gouvernement et de faire valoir la version sénatoriale. Il y a deux choses. Alors bon, vous êtes politologue, on le sait tous, hein, il y a beaucoup de jeux de posture chez la femme et l'homme politique. Il faut en imposer. En termes de personnalité, Olivier Dussopt, alors, a peut-être l'avantage d'être quelqu'un qui dégage peut-être une petite fragilité, disons-le, mais que cette fragilité peut lui être bénéfique dans le cadre d'un débat où on hésiterait finalement à taper sur lui. Mais là, comme ils n'ont pas hésité à taper sur lui, la fragilité semble immense. La fragilité semble grande. Après, il tient quand même les débats. Il faut voir que cette assemblée cocotte-minute que l'on a connue durant les débats à l'Assemblée nationale, elle était quand même particulièrement forte, cette cocotte minute. On connaît des phases d'obstruction dans l'histoire de manière régulière, c'est pas en soi un problème, c'est une tactique parlementaire comme les autres. Mais là, on avait quand même une pression très très forte. Il a en effet parfois craqué, il n'est pas tout à fait le premier. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus trop mettre l'accent sur cette fragilité. On a un ministre qui a tenu. Oui, mais alors, le fameux « en même temps », c'est vrai que les électeurs se disent il y a nécessairement un besoin d'incarner un projet, un besoin de le porter. Et s'il n'est pas incarné et s'il n'est pas porté de manière solide, forcément, c'est la forme, mais le fond, du coup, est logiquement impacté par cette forme. Oui, mais si vous voulez, c'est un projet qui est multi-incarné. Alors, Emmanuel Macron tente de se mettre en retrait et il a plutôt bien réussi dans l'opinion. Mais c'est d'abord un projet qui est incarné ça par Olivier Dussopt, mais également par Gabriel Attal, par Elisabeth Borne. Quand vous prenez une enquête IFOP, je crois, hier pour Public Sénat, vous voyez que Gabriel Attal a pris pas mal de points en termes de notoriété et d'adhésion. Donc, alors qu'Olivier Dussopt en a plutôt souffert. Donc, le projet, entre guillemets, parce qu'il a plusieurs défenseurs dans les médias, etc., peut connaître justement ce type de variabilité, même si évidemment on a un ministre affaibli, mais avec un projet par définition très impopulaire, au-delà même des caractéristiques de l'individu, c'est pas très étonnant. Oui, j'entends ce que vous dites et ce qui est forcément intéressant, et c'est pour ça qu'on vous a invité, Benjamin Morel, mais Gabriel Attal, qui finalement peut en ressortir plus fort, mais Olivier Véran aussi, brillant porte-parole d'une certaine manière dans la défense d'Olivier Dussopt, donc c'est comme si ça peut leur servir aussi. Bon, passons à cette partie Sénat. Donc rappelons-le, après 15 jours de débat houleux à l'Assemblée nationale, le projet de loi du gouvernement sur les retraites est donc arrivé au Sénat hier, en commission, donc hier le 28 février. Dès le 2 mars, demain donc en séance publique, le texte sera examiné jusqu'au dimanche 12 mars. On prend le temps, c'est important, et surtout, il faut proposer un débat, entre guillemets, propre. Que s'est-il passé hier? La commission donc valide ce projet de loi, c'est-à-dire vous, le constitutionnaliste, expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, elle n'a pas vraiment validé le projet de loi, parce que sur les PLFSS, en fait, il n'y a pas d'examen en commission, il y a simplement le vote d'un rapport. Ce rapport donne des grandes orientations et permet de valider des amendements qui vont être repris par la commission, et donc qui, normalement, sont souvent validés par la séance publique, mais qui ne sont pas intégrés directement au texte. De l'autre côté, on va avoir des amendements qui vont venir d'ailleurs, notamment du groupe LR. On va notamment avoir un amendement sur régimes spéciaux qui pose pas mal de problèmes au gouvernement parce qu'il risque de mobiliser un peu plus un certain nombre de professions. Donc, on a là un enjeu qui est un enjeu, je dirais, de lecture en séance publique. Cette lecture en séance publique, elle va conduire la droite à modifier en profondeur le texte sur certains aspects et la gauche, à tenter à la fois de modifier le texte, mais surtout d'en freiner l'examen pour qu'in fine, il ne soit pas définitivement adopté, ce qui permet d'en fragiliser et la légitimité, mais également, il ne faut pas le négliger, la constitutionnalité. Donc on a une forme de jeu de dupes où on va avoir
quand même un texte qui devrait être adopté d'une façon ou d'une autre par la droite, mais un texte qui sera profondément modifié. Et derrière, la réunion de ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, 7 députés et 7 sénateurs réunis en conclave, dans lequel LR a plus de parlementaires que l'on a la majorité du président de la République, et donc dans lequel, eh bien, LR devrait quand même être en capacité d'imposer sa version du texte, dont on voit actuellement qu'elle apparaît au Sénat à la fois beaucoup plus dure que celle du gouvernement, mais également beaucoup plus dure que celle que souhaiteraient les députés LR. Donc ensuite, quand ça revient à l'Assemblée, on verra ce que ça donne. Alors pour conclure, Benjamin Morel, on l'a tous appris à l'école, c'est-à-dire on apprend le système français législatif, on se dit tiens, il y a une loi avec 5 points, elle va à l'Assemblée, elle est votée, le Sénat essaye de le modifier, et puis ça revient après à l'Assemblée, où finalement on se dit bon le Sénat ça servi à rien, d'une certaine manière, on voit pas à quoi ça sert. Et puis là finalement sur cette situation et dans le contexte politique qui est celui donc de ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, on s'aperçoit que là bien c'est le Sénat avec sa majorité, les LR, qui vont faire pencher la balance sur une loi on va dire centrale. C'est la renaissance du Sénat là. En grande partie, c'est-à-dire que, et c'est pas que sur cette loi, parce qu'en fait, comme vous n'avez pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, comme la majorité est très très divisée, le gouvernement n'a pas intérêt, ne serait-ce que pour pas s'aligner le groupe LR à l'Assemblée, à marcher sur la tête du Sénat. Il a besoin, au contraire, d'essayer de trouver un consensus minimal avec le Sénat. Et encore une fois, en commission mixte paritaire, c'est vraiment un point essentiel, il y a plus de parlementaires LR. Donc, ce faisant, il faut forcément faire un deal sur pas mal de textes avec le Sénat. Sinon, vous vous retrouvez avec des derniers mots votés à coup de 49 alinéa 3 à l'Assemblée nationale. Et voilà. Donc, en la matière, la droite sénatoriale a en effet de très très belles cartes dans son jeu. Merci Benjamin Morel, c'était très clair, nous avions besoin de vos lumières. En tout cas, ce matin, les sénateurs peuvent dire nous justifions notre salaire. Et en tout cas, sur ce quinquennat, ça risque de durer. C'est parti pour le grand débat. Vous êtes les bienvenus, 0826 300 300, vous les auditeurs de Sud Radio. Alors la France est plus permissive dans sa politique d'immigration légale que la plupart de ses voisins. C'est en tout cas le fruit d'une étude qui a été réalisée par la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol, qui a fait l'objet d'un gros dossier d'ailleurs chez nos amis du Figaro Magazine. Pour en parler, pour essayer de comprendre les mécanismes, les fonctionnements, les failles éventuelles, Victor Delage, responsable des études justement Fondapol. Bonjour Victor. Bonjour. Nous recevons William Tay, président du think tank Le Millénaire, éminent spécialiste sur la question. Bonjour. Et puis pour connaître la réalité, ce qui est ressenti sur le terrain, Grégory Joron, secrétaire général d'unité SGP Police FO. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors, posons la question. L'intégration fait partie des questions, le regroupement familial. Et il y a plusieurs thèmes, l'obtention de la nationalité par naturalisation. Tout cela a été étudié, compulsé par le Fondapol et il s'avère que... c'est quoi exactement, Victor Delage? C'est que la France n'est pas performante ou est plus permissive? C'est quoi exactement le problème? Vous l'avez rappelé, en fait, notre analyse se fait dans les 27 États membres de l'Union européenne. On avait sorti une première étude courant janvier 2023 sur le cas danois, qui a une politique de fermeté qui est assumée et qui fait consensus dans le pays. Et le Figaro Magazine nous avait donc demandé de prolonger l'exercice pour analyser ce qui se passait au niveau législatif sur la question de l'immigration dans tous les pays de l'Union européenne. Non seulement parce que cet exercice n'a jamais été réalisé, donc ça permet vraiment d'avoir un état des lieux de ce qui se fait chez nos voisins européens, mais aussi de situer la France. Et ce qui en ressort, c'est que effectivement notre pays n'a pas vraiment de stratégie au niveau de sa politique d'immigration. On est à la fois ouvert. Quand vous parlez de stratégie, vous parlez peut-être aussi de cohérence ? Oui, ça manque de cohérence. Le système, la manière dont a été pensée nos politiques d'immigration manque véritablement de cohérence, parce qu'on est à la fois un pays qui est ouvert, permissif et sans véritable politique d'intégration. On a plusieurs exemples qui le montrent. Ces dernières années, par exemple, on voit bien que sur les dispositifs juridiques, que ça soit même d'un point de vue économique
ou sociaux. Tout cela a été démultiplié et cela nous a amené finalement à avoir en France plus de 150 motifs de titres de séjour, alors que selon Didier Lesky, qui est le directeur général de l'OFII, qui est l'Office française de l'immigration et de l'intégration, cela pourrait être ramené au nombre de 4, c'est-à-dire vous êtes en train l'asile, finalement, le travail, l'asile, le travail, l'immigration familiale et les études. Donc vous êtes en train de nous dire qu'on est en face d'une énorme machine. Bon, ça c'est typiquement français. On l'a vu pour la crise du Covid, on le voit pour plein de choses. Dès qu'il faut être efficace, en fait, c'est une charge administrative qui est énorme. Peut-être, William Tay, votre regard sur ce compte-rendu, alors très intéressant, hein, qui est paru dans le Figaro magazine. Ce qui est intéressant, c'est finalement de dire que à force de ne pas être cohérent et surtout de ne pas être un petit peu plus exigeant, c'est finalement celui qui est immigré qui se retrouve en situation de fragilité. Ah oui, tout à fait. Bon, d'ailleurs, félicitations pour l'étude. C'est une étude qui est très intéressante. Moi, je pense que ça souligne plusieurs points. Nous, on avait déjà écrit sur ce sujet depuis plusieurs années. Je pense que le premier point, c'est qu'en fait, la France subit davantage l'immigration qu'elle l'a choisie. C'est-à-dire qu'en fait, en France, vous n'avez pas de stratégie de politique d'immigration et de la même façon, dans l'Union européenne, assez près que l'Allemagne a une stratégie à peu près d'immigration. Par exemple, quand vous demandez quelle est la politique migratoire des États-Unis, vous comprenez quelle est la politique migratoire des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils veulent attirer les meilleurs talents du monde entier, les meilleurs cerveaux, pour les faire entrer dans les meilleures facs américaines. Ouais, avec des symboles forts, la carte verte, etc. Ouais. Si vous demandez la politique d'immigration au Japon, vous connaissez la politique d'immigration du Japon, pareil du Canada, etc. Par contre, quelle est la politique d'immigration en France? À partir du moment où on n'a pas choisi de stratégie, en fait, on subit davantage le destin. C'est-à-dire que moi, je résume ça de la façon suivante. C'est assez fort, mais ça permet de symboliser auprès de nos auditeurs de façon très claire. C'est-à-dire qu'on exporte nos bacs plus 7 pour importer des bacs moins 5. Et donc, du coup, ça ne peut pas marcher stratégiquement. Parce que quand vous n'avez pas un modèle économique défini, vous n'avez pas une stratégie migratoire qui colle à ces stratégies, de toute façon, les gens qui viennent en France ne sont pas intégrables dans la situation, dans la mesure où ils ne sont pas intégrés dans un modèle qui leur permette de réussir. Parce que vous intégrez, quand vous prenez les statistiques données par l'OCDE, la France est le pays qui accueille le plus d'immigrés qui n'ont ni brevet ni bac. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des travailleurs dits manuels. Or, la France connaît un chômage manuel qui est très important. Donc du coup, quand vous faites ce type de politique, vous ne pouvez pas en fait intégrer les gens. Et vous arrivez sur une spirale infernale, c'est-à-dire que des gens arrivent, ils retombent dans les minima sociaux, ils ne s'intègrent pas dans la vie économique, et ensuite après, éventuellement, ils peuvent sombrer dans des dérives pour essayer de survivre et pour essayer parce que finalement, ne pas intégrer, c'est laisser se mettre en marge de la société. Grégory Joron, au quotidien, alors on ne va pas ici faire le lien entre un problème d'immigration et insécurité. Vous faites finalement respecter la loi. Mais dans ce respect de la loi, est-ce que ce décalage, ce problème de non-intégration, finalement, vous met en face de situations qui vous semblent chaotiques ? Je pense que c'est une évidence. D'ailleurs, le lien entre immigration et délinquance a été un peu avancé par le ministre l'été dernier, rappelez-vous, il y a eu une grosse polémique au travers des exécutifs. Gérald Darmanin a consenti. Gérald Darmanin a consenti, en effet, mais je pense que c'est des sujets qu'il faut aborder de manière assez factuelle et on essayer de dépassionner les choses parce que forcément tout de suite on va peut-être être accusé de racisme ou etc. Je pense que c'est pas vraiment ça la question. La question c'est en effet de parler de vision globale de ce qu'est l'immigration légale et illégale en France et clandestine entre guillemets et savoir quel impact ça a sur notre société pour essayer globalement de poser après ce constat-là des solutions éventuelles. En termes de sécurité, notre réalité sur le terrain, qu'elle soit justement sur les raccompagnements aux frontières et des clandestins, ou malheureusement je prends deux exemples prégnants pour nous en termes de sécurité, de la situation des mineurs non accompagnés. Oui, nous y reviendrons, parce que ça fait l'objet d'un gros débat. Clairement, ce sont des choses qui sont pour nous insolubles, qu'on subit réellement aussi en termes de sécurité et qui posent des gros problèmes au niveau de la délinquance et surtout de la réponse pénale qu'on peut y apporter. Vous êtes en train de nous dire, Grégory Joron, que vos collègues policiers, on peut aussi y associer les gendarmes, bien sûr, sont assez démunis du fait de la complexité du fonctionnement de la loi française autour des immigrés. C'est aussi ça. Ah mais pour le coup, c'est une réalité. Alors il y a aussi, malheureusement, on va penser que notre pays finalement manque de stratégie pour tout. On a aussi très clairement une vraie difficulté sur l'appréhension justement de la question de l'immigration
travers de notre police aux frontières. C'est un service, il faut savoir, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas vu un seul renfort d'effectifs. Donc on a un service avec une pression migratoire qui est constante, voire même, on le sait, cette année et les années à venir, une pression migratoire qui va être très très forte. Et on a malheureusement un service qui est plutôt désarmé. Ouais. On a des centres de rétention administrative qui sont au bord de l'explosion, avec en plus des profils de plus en plus inquiétants, parce qu'on a très mal géré le post-Covid et les sorties de prison. On a, pour les Jeux Olympiques, un vrai enjeu justement de sécurité, et on est aujourd'hui à recruter, un besoin d'effectifs qui sera énorme, aux frontières qui va être énorme, et on en est à recruter des contractuels pour 3 ans à 1 600 € par mois pour avoir un travail de garde frontière. Et on a lu tout à l'heure la fiche de poste, ils sont même pas obligés de se présenter, on peut même faire ça par visio tellement ça n'attire pas. Donc en fait, je dresse un tableau un peu noir, mais c'est pour vous dire que quand même, voilà, cette question migratoire, en effet, nous, du point de vue de la sécurité et des agents de la police nationale, on n'est pas tout à fait rassurés sur ce qui peut se passer dans les années à venir. Et c'est pour cette raison que nous voulions vous solliciter, Grégory Joron, et merci d'être présent à Sud Radio pour finalement essayer de disséquer donc cette très belle étude. Victor Delage, vous êtes avec nous pour le Fondapol, je le rappelle. N'hésitez pas, vous les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300, nous abordons la question de l'intégration. Est-ce que l'intégration à la française fonctionne? Vous dites, en tout cas, moins bien que celle de ses voisins. Alors, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas, où il y a un programme d'intégration qui est obligatoire. Aujourd'hui, le processus d'intégration en France, ça serait plutôt, tiens, nous vous mettons ça à disposition et vous le faites si vous voulez? Oui, c'est ça. C'est une intégration en France qui est très peu exigeante. En fait, la personne qui arrive sur le territoire doit valider ce qu'on appelle le contrat d'intégration républicaine sur une période d'1 an. Et en quoi est fait ce contrat, si vous voulez, il y a 3 aspects qui sont importants. La formation professionnelle qui est facultative. Facultative, donc déjà c'est un premier point. Tout à fait facultative. L'obligation de suivre des cours de langue de niveau A1, donc c'est-à-dire vraiment un niveau découverte de la langue française. Les cours sont obligatoires, mais par contre, il n'y a pas de test à la fin. En fait, c'est-à-dire que si on n'a rien écouté et qu'on n'a rien appris, ça ne change rien. Exactement. Voilà. Et enfin, vous avez une formation sur un petit peu les droits civiques et les valeurs. Et là, ce que l'on observe, c'est que cette formation dure 4 jours en France, alors que vous avez des pays comme l'Allemagne où c'est 100 heures. D'ailleurs, l'Allemagne, c'est un très bon cas pour comparer un petit peu ce qui se fait en termes d'intégration, parce que c'est vrai que l'Allemagne est un pays qui reçoit beaucoup de migrants, mais il faut voir ce qu'ils font. Programme obligatoire, hein, voilà, déjà. 700 heures. Oui. 700 heures avec des tests, notamment des tests de niveau de langue. Sur la question des valeurs, il y a un QCM de 33 questions. Il faut répondre au moins à 15 questions minimum pour valider cette formation. Et du coup, des questions qui sont en allemand, ça mange pas de pain, mais il faut le rappeler. Exactement. Oui. Et puis, vous avez d'autres pays, comme vous avez cité, par exemple, le cas italien aussi assez intéressant, parce que c'est un système de crédit en Italie qui est mis en place. Il faut avoir 30 crédits à la fin d'une formation de 2 ans. Quand vous arrivez dans le pays, vous avez 15 crédits qui vous sont alloués. Vous devez suivre ensuite une formation de cours civiques sur les valeurs. Si vous n'y assistez pas, vous perdez 14 crédits. Et à la fin de ces 2 ans, si vous avez les 30 crédits... Un peu comme le permis à points, finalement. Voilà, vous pouvez rester dans le pays. Si vous avez plus de 40 crédits, vous avez même des offres culturelles, des passes qui vous sont offerts. Par contre, si vous avez 0 crédit, vous devez quitter le pays. Bon, nous y revenons. C'est très intéressant. La politique de la France inefficace dans le domaine de l'immigration. Victor Delage, responsable des études Fondapol, William T, président du think tank Le Millénaire, et puis Grégory Joron, secrétaire général unité SGP Police FO, sont avec nous. Réagissez. 0826 300 300. Nous revenons. À tout de suite. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bon, nous venons d'écouter William T, cette bien belle chanson. Dans les années 80-90, il y a eu énormément de chansons expliquant la difficulté finalement du migrant qui a souvent été montré du doigt. Là, dans cette analyse, il n'est pas question de le montrer du doigt, mais finalement, d'une certaine manière, de renforcer l'idée qu'il est un peu livré à lui-même. Hein.
il est un peu livré à lui-même, et puis surtout, on n'est plus à la même époque que dans les années 80. Dans les années 80, vous sortez de l'époque des 30 Glorieuses. Ça veut dire que vous aviez besoin en fait d'une immigration importante dans la mesure où on avait une industrie en fait à fournir, et donc du coup des métiers manuels à fournir. Actuellement, en 2023, si par cas on m'explique qu'il y a beaucoup d'industries en France qui ouvrent, eh ben, on a un véritable problème. Donc je pense qu'il y a un premier problème, c'est la question économique. La deuxième, c'est une question d'intégration et de civilisation. Parce qu'en fait, lorsque vous êtes un migrant, vous avez un parcours spécifique, surtout en provenance de votre origine. C'est-à-dire que si par cas vous venez d'Afghanistan, d'Algérie, du Maghreb ou de certains pays, vous vous dirigez typiquement vers certains endroits spécifiques. Or, ce que montre... Il y a certaines facilités d'ailleurs pour les migrants venant des pays du Maghreb. Exactement. Ouais. Et le point spécifique, c'est que ce que dit Christophe Guilluy dans Le Temps des gens ordinaires, c'est qu'en fait, ce qui se passe dans les quartiers dits difficiles ou les quartiers dits reconquête républicaine, qu'importe le nom, c'est qu'en fait, à peu près la police attrape des délinquants. Ils arrivent à 30 ans, ils sortent de prison, etc. Ils fondent une famille, donc du coup, ils quittent la délinquance et sont remplacés dans la délinquance par la nouvelle immigration qui arrive comme ça. Et donc, du coup, on a un véritable problème en termes de parcours. C'est-à-dire que comme vous faites venir des gens et que c'est pas nous qui choisissons de les faire venir, parce que ce sont eux qui viennent, en considérant qu'il y a un droit à l'immigration, les gens viennent. Il n'y a pas de restriction sur l'immigration. Eux considèrent qu'ils n'arrivent pas à intégrer parce qu'ils considèrent que c'est un droit de venir en France. Et donc, du coup, essayent de trouver tous les moyens pour essayer de survivre. Et c'est tout à fait légitime qu'ils le fassent. C'est le réflexe de survie qui est plutôt classique. Et donc, du coup. Vous dites que c'est un engrenage, assez classique. Et qui se renouvelle. Et qui se renouvelle à chaque fois. Et ça pose plusieurs questions. Ça veut dire que c'est devenu systémique, c'est ça? Et tout à fait. Moi, je pense qu'il y a plusieurs questions. Le premier point, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut comme immigration ou pas en France. À partir du moment où vous délimitez les gens qui ont le droit de venir et les gens que vous ne voulez pas, déjà, vous facilitez un premier problème. Le deuxième point, c'est de durcir les conditions d'immigration. Il ne faut pas que l'immigration devienne un droit, soit un droit. Il faut que l'immigration soit une chance. Moi, je peux parler de mon cas personnel. Lorsque, par exemple, vous fuyez le Cambodge, qui est victime du génocide des Khmers rouges, forcément, vous dites que la France n'est pas un pays colonialiste, et forcément, la France, vous êtes extirpé d'une condition qui était difficile. C'est le cas de mes parents, notamment. Ensuite, il y a un troisième point, c'est qu'il faut que cette possibilité soit restreinte et soit mise à mal par l'État français en cas de nécessité. Si, par exemple, vous ne respectez pas les règles de l'État français, qui disent, par exemple, vous respectez toutes les lois, vous respectez un parcours, etc. Et si par cas, vous ne pouvez pas mettre fin à la période de naturalisation, vous ne pouvez mettre pas fin à la question de la nationalité, voire de l'expulsion dans le cas des OQTF, de toute façon, la personne n'a aucune sanction, considère que l'immigration est un droit, et donc du coup vient en France sans véritablement crainte de sanction, et ça crée un parcours assez spécifique. Grégory Joron, c'est quoi le quotidien finalement? C'est j'arrête, papier, illégalité, ou papier oui ou non, et finalement, après, on le retrouve, c'est ça? C'est surtout très intéressant ce que disait William sur le mécanisme et l'espèce de ruissellement et de circuit qui est fait. Aujourd'hui, on s'aperçoit, je vais pas faire une fixette, mais on s'aperçoit que les mineurs isolés qui arrivent dans une ville, parce qu'ils arrivent en général par vague, malheureusement, ça défigure souvent peut-être même des petites villes de province, parce qu'en effet, ils sont logés, c'est logique, souvent dans des hôtels réquisitionnés, ils ont des moyens financiers qui leur sont mis à disposition de manière mensuelle, mais ça suffit pas, et forcément, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, et très rapidement, la délinquance locale prend la main dessus, et souvent, vous retrouvez très vite ces mineurs isolés comme étant du jargon, mais des charbonneurs au niveau des stupes, et c'est eux qui tiennent les points de deal ou qui font les choufs, parce que globalement, de toute façon déjà ils sont mineurs, donc on regarde la loi, il y a quand même une attention particulière par rapport une protection particulière par rapport aux mineurs, et deuxièmement en plus ils sont mineurs non accompagnés ou isolés, et là pour le coup c'est encore un peu plus particulier, et il se passe pas grand chose quand on les attrape, et ça c'est réel. Et on voit bien que justement, ce circuit de délinquance est quand même plutôt bien huilé, et que malheureusement, on retrouve souvent ces personnes-là très vite sur les points de deal. Alors, à travers vos propos à tous les deux, finalement, on arrive à toutes les composantes de la famille et à cette question du regroupement familial où, Victor Delage, vous dites le regroupement familial est l'une des premières sources d'immigration devant l'immigration économique en France, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Alors, le regroupement familial, au sein de l'Union européenne, ça constitue véritablement une source très importante de l'immigration. Pendant très longtemps, d'ailleurs, c'était le regroupement familial qui arrivait en tête devant les migrants économiques, humanitaires, etc. En 2022, il y a l'immigration des étudiants. Oui, ce sont les étudiants, ça c'est le numéro 1. Mais ce sont vraiment les deux principales sources d'immigration en France et au sein de l'Union européenne. Et ça, par rapport à ce que dit Grégory Joron, notamment, il y a des règles à mettre en place, parce que regroupement familial, on est marié, ou alors il y a l'enfant mineur qui arrive et puis
puis un jour qui va finalement devenir adulte. Bref, c'est une espèce d'engrenage. C'est ça. Pour nos auditeurs, peut-être effectivement rappeler que le regroupement familial, c'est un étranger qui a un titre de séjour, par exemple dans notre pays, et qui souhaite faire venir sa famille, que ça soit généralement sa conjointe ou ses enfants. Et quand on regarde les différents critères entre les États membres qui composent l'Union européenne, on voit que là encore, une nouvelle fois, la France est assez peu exigeante finalement sur bien des aspects. Par exemple, si vous regardez dans beaucoup de pays, vous avez un critère d'âge pour le regrouper, celui qui réside dans le pays, et les regroupants, ceux qui arrivent, qui est de 21 ans en Italie, en Autriche, enfin dans un certain nombre de pays, qui est même à 24 ans au Danemark, alors qu'en France, il n'y a pas de critère d'âge. Vous avez aussi les conditions financières de subsistance, c'est-à-dire que le regroupé, pour qu'il puisse faire vivre sa famille et que lui puisse vivre dans des conditions décentes, en France, on estime qu'il doit avoir un salaire net minimum de 1 353 €. Si vous comparez à, par exemple, la Finlande, c'est plus de 1 700 €. Enfin, on peut citer... Après, il y a l'indexation sur le niveau de vie, mais on va dire que le niveau de vie en France, pour le coup... Voilà, et en Finlande... en ce moment, voilà. Et puis, enfin, j'ajouterais qu'il y a la taille du logement aussi, extrêmement importante à mes yeux, parce que si vous regardez en France... Pour une famille de 6 personnes, vous avez besoin d'un logement qui a une superficie de minimum 62-63 mètres carrés. Pour le même nombre de personnes, si vous allez dans des pays comme l'Italie ou le Danemark, le nombre de mètres carrés exigés est beaucoup plus important. Par exemple, en Italie, pour 6 personnes, il faut au moins 78 mètres carrés et au Danemark, 120 mètres carrés. Et effectivement, ça change beaucoup de choses. Bon, mais par rapport à cette exigence, donc, on l'a bien compris, les voisins de la France mettent des conditions plus fortes. Est-ce que, dans l'esprit, William T., vous parliez de votre exemple, vous êtes originaire du Cambodge, mais est-ce que, dans l'esprit, tout est possible? J'imagine par exemple quelqu'un qui serait issu d'un pays où la polygamie est reconnue et le regroupement familial ferait que cette personne fasse venir plusieurs de ses femmes. Enfin, après, est-ce que tout est possible ou quand même on a des garde-fous? Le point essentiel sur le regroupement familial, c'est que c'est un droit. C'est un droit qui est garanti par la Convention européenne des droits de l'homme et par les traités européens. C'est à la base même du fondement du projet européen, qui est la libération des frontières, et donc du coup d'associer les mouvements des populations avec le regroupement au droit familial. L'Union européenne considère qu'en fait, quand vous pouvez partir dans un pays type l'Allemagne, etc., vous avez le droit de venir avec votre famille. Donc du coup, c'est garanti par les traités de l'Union européenne. Moi, je pense que le point essentiel pour nous, pour la France, c'est non pas de supprimer le regroupement au droit familial, c'est en fait d'en mettre fin à l'automaticité lorsque vous respectez les conditions que vous avez énoncées. En fait, lorsque vous respectez les conditions énoncées par Victor Delage, et ben vous avez un point essentiel, c'est que quasiment automatiquement, vous êtes admis en regroupement familial. Et en plus, il y a d'autres points spécifiques, c'est que la France a des traités dits bilatéraux en raison de la période décoloniale. C'est-à-dire qu'on a des traités spécifiques avec l'Algérie, avec la Tunisie, avec le Maroc, qui facilitent ce regroupement au droit familial, et tout type d'immigration pourrait être facilité. Moi, je pense que tant que vous faites en gros une naturalisation ou une intégration, enfin une venue sur le territoire français bradée, du coup, vous avez quasiment aucune chance de faire en sorte que l'immigration soit une chance pour les Français, dans la mesure où quand vous mettez à la place de quelqu'un, c'est tellement facile de venir en France que forcément la personne ne pourra pas respecter les conditions. Moi, je pense que c'est ça. Nous en reparlons vraiment dans un instant. Il faut qu'on marque une petite respiration publicitaire et nous revenons donc sur cette question. Immigration, la politique de la France est-elle efficace ou inefficace? C'est plutôt la tendance. Réagissez 0826 300 300. On va vous prendre, c'est promis. Vous poserez vos questions aussi à nos experts qui sont là tout de suite. Aujourd'hui, puisque, je le rappelle, Victor Delage, qui est avec nous, qui est responsable des études à la Fondapol, a, avec ses collègues, donc proposé cette étude qui est dans le Figaro Magazine du week-end dernier et qui fait état finalement d'une inefficacité du système d'immigration à la française. Comparaison avec les voisins européens à l'appui. William Tay, président du think tank Le Millénaire, est avec nous. Grégory Joron, secrétaire général unité SGP Police FO aussi. Vous aussi, 0826 300 300. Peut-être avec vous, Victor Delage, pour continuer sur ces papiers, ces naturalisations. On le sent bien à travers aussi la culture française. Ces très très belles chansons. La France est un pays qui est porté vers l'immigration. Est-ce que c'est le cas chez tous les
les voisins. Alors bien sûr, il y a deux Europes, d'une certaine manière, deux Unions européennes. Il y a celle qui est issue du monde communiste et puis celle qui est plus occidentale. Mais chez les voisins, on va dire que la tradition française est forte d'immigration. Oui, en France, c'est vrai qu'il y a une forte tradition d'immigration de par notre histoire, notre culture, mais c'est aussi le cas de beaucoup de nos voisins européens. Alors Allemagne, oui. Allemagne, les pays latins également, mais même si vous regardez dans certains pays nordiques, comme la Suède pendant très longtemps, depuis le début des années 80, en gros, a vraiment ouvert à ce niveau-là. Et quand on regarde d'ailleurs la population extra-européenne, sur ce qu'elle représente sur l'ensemble de la population suédoise, on est passé de 2% dans les années 80-85 à aujourd'hui 20%. Il pose d'ailleurs dans ce pays-là d'énormes problèmes d'intégration avec une forte criminalité, une confiance interpersonnelle qui est au plus bas. Et quand on compare avec un autre pays nordique, qui est le Danemark, l'étude que nous avons réalisée courant janvier, qui eux ont au contraire vraiment opté pour une fermeté, on voit que les choses se passent tout à fait différemment. Et c'est d'ailleurs intéressant de comparer électoralement ce qui se passe dans ces deux pays scandinaves. En Suède, extrême droite assez forte en Suède. Voilà, qui a même réalisé son meilleur résultat fin 2022 avec ce qu'on appelle les démocrates de Suède, qui est le parti populiste de droite. Et ce qui n'est pas le cas au Danemark. 20%, alors qu'au Danemark, au début des années 2000, le parti du peuple danois faisait autour de 18-20%. Aujourd'hui, aux dernières élections législatives, il a fait 2,5%. Bon, alors vous parlez de ces pays européens. Désolé, mais moi je vais prendre un thème que j'aime particulièrement bien, qui est le sport, mais qui est assez finalement parlant. On le voit dans ces fameuses équipes nationales de football. La France, depuis très longtemps, peut compter sur des joueurs issus de l'immigration. L'Allemagne, de plus en plus. Mais l'Espagne, l'Italie, on n'en est pas convaincu. Alors, est-ce que cette carte postale envoyée par ce monde du sport est finalement assez fidèle, ou est-ce que, je repose la question, William Tay, la France est quand même en Europe un pays qui permet une plus large immigration? La France, c'est à peu près je dirais qu'il y a 4 zones en Europe. Il y a la zone de l'Est avec les pays du Visegrad, qui eux sont très anti-immigration. Pologne, Slovaquie, République tchèque, Hongrie, etc. Bien sûr. Vous avez les pays du Sud qui sont pas contre historiquement l'immigration, mais qui sont contre désormais en raison des flux migratoires des années 2010 avec l'apparition de Daesh en Syrie et des vagues migratoires provenant d'Afrique. Vous avez les pays du Nord, sociodémocrates, anglo-saxons, protestants, Pays-Bas, Allemagne, etc., qui sont tournés vers le commerce, qui eux sont avantage favorable à l'immigration, à mesure où ils ont besoin d'une immigration de travail pour faire alimenter leurs usines et leurs industries. Et la France dans tout ça. Vous avez la France qui est une intersection des trois. Cas à part. Vous avez l'intersection des trois. Ouais. C'est un cas qui est spécifique, c'est-à-dire que vous avez les mêmes réticences d'une partie de la population des pays latins en raison de l'immigration qui est récente et qui considère une partie de la population considère qu'il pose un problème, et en même temps vous avez historiquement, c'est quand même un pays anciennement industrialisé, donc vous avez historiquement une immigration dite sous-qualifiée qui vient pour alimenter les travaux, serveurs, etc., les fameux métiers en tension. Et désormais en fait vous avez un problème, c'est qu'en fait la France est l'intersection, et moi je pense que c'est le point sous-tendu par l'étude, c'est qu'en fait on a les défauts des 3 zones que je viens d'indiquer. C'est-à-dire qu'on n'a aucun avantage des 3 zones indiquées. C'est-à-dire que la France n'a aucune stratégie migratoire, n'a aucun avantage par rapport aux 3 zones. Il n'y a aucune qualité. C'est-à-dire qu'en fait, on récupère, à la différence des pays, vous parlez du sport. Mais moi, je pense que le point essentiel, par exemple, est-ce qu'on peut se dire que toute l'immigration est par essence mauvaise? Je ne pense pas. On peut se dire, par exemple, qu'on peut avoir une stratégie d'immigration. On considère que la France est en déclin éducatif. On a un problème d'étudiants de haut niveau dans les études dites supérieures. Donc, on dit qu'on a besoin de personnes de haut talent, venant d'Inde, de Chine, etc., qui vont alimenter des métiers dits spécifiques, dans des métiers en tension, comme l'informatique, l'innovation, la recherche, etc. On a aussi besoin d'une certaine immigration Et vous avez besoin de médecins, vous avez besoin de plein de métiers sous tension. Mais on a aussi besoin des boueurs, on a aussi besoin des gens qui viennent pour travailler, c'est un point. Ensuite, après, le point essentiel, c'est que ce que vous faites éventuellement de leurs descendants ou des autres que vous ne voulez pas. Et c'est pour ça que je pense qu'on a un point essentiel. Et le point essentiel est celui-ci, c'est qu'est-ce qu'on veut faire pour contrôler l'immigration, pour reprendre le contrôle de la politique migratoire. Moi, je pense que tant qu'on reste dans le carcan européen et administratif et judiciaire qu'on a actuellement, on aura le même sujet. Et vous aurez Marine Le Pen, comme l'a sous-entendu Victor Delage, au second tour de l'élection présidentielle sur les 50 prochaines années, ou sa descendante, ou je ne sais pas. Et c'est ça le point essentiel. C'est-à-dire que je pense que le premier point, c'est de déterminer une règle essentielle, c'est qu'en fait, vous interdisez les venues sur le territoire français. Vous dites que toutes les venues illégales sur le territoire français, vous avez le droit à aucune aide sociale, aucune naturalisation possible et aucun titre de séjour. Et deuxième point, comment vous faites pour combler ça? Vous mettez en place ce qu'on appelle
appelle les hotspots, ce qu'a mis en place le Danemark, ce que met en place le Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'en fait, vous demandez aux personnes qui veulent intégrer le territoire français de postuler, de déposer une demande de séjour, soit dans les ambassades. Et si le pays est en guerre, ils se déplacent dans le pays le plus proche pour pouvoir déposer une demande. Et comme ça, vous n'avez pas de camps de migrants et de centres de rétention, etc. Nous évoquons l'Union européenne avec ses différences. Vous l'avez très bien expliqué, William Tay. Grégory Joron, cette Union européenne rend un peu plus complexe aussi pour vous, policiers en France, la gestion de cette immigration. Alors oui, alors déjà, sur le cas du droit européen qui clairement prend le dessus sur certains aspects, notamment sur les recours pour pouvoir accompagner les gens aux frontières. On a aussi un dispositif Frontex qui est pour le coup un assemblage, on va dire, de forces européennes de sécurité qui, et en Grèce et ailleurs, se déplacent pour essayer d'avoir justement un contrôle aux frontières de l'Union européenne mis en place. On voit bien que c'est pas non plus super efficace et c'est un peu compliqué en termes de mise en œuvre. Mais il y a quand même une collaboration. Il y a une collaboration, oui, il y a une collaboration, mais elle reste de toute façon, somme toute, assez limité, parce que je ne suis pas sûr, à l'échelle de notre pays, qu'à l'échelle européenne, il y ait une vraie aussi stratégie d'immigration, clairement, qui soit posée. Donc globalement, on ne peut pas faire beaucoup mieux non plus, quoi. Est-ce qu'il y a des cas, on peut peut-être, alors vous pouvez peut-être nous en donner, mais en fait, où il y a un système où l'immigré clandestin ou l'immigré qui ne, on va dire, ne s'intégrerait pas, profite, entre guillemets, là aussi encore, de ce système de l'Union européenne où il va aller chercher qui, dans certains pays, des avantages, et finalement, au bout du compte, ça sera quelqu'un qui sera assez difficilement cernable et sans trop de contraintes. Alors, enfin, on a surtout inversement des pays qui jouent pas le jeu, justement, au niveau de leurs ressortissants. Ouais. C'est ça notre plus grosse difficulté en France, typiquement avec l'Algérie, qui ne respecte pas, qui délivre très peu de laissez-passer consulaires, D'où la problématique des visas. Alors justement, on peut peut-être l'expliquer, Grégory Joron, on est bien d'accord. Quelqu'un qui est en situation illégale, on lui demande ses papiers, il n'a pas ses papiers, on le renvoie dans son pays, mais on ne sait pas de quel pays il vient puisqu'il n'a pas ses papiers. Et l'astuce, bien souvent, c'est j'arrive sur le territoire, j'arrache mes papiers, comme ça je ne suis pas identifié. Oui, alors, mais je vais même plus loin, même s'ils ont des papiers, notamment, je reviens encore une fois sur l'Algérie, je vais vous donner un exemple assez concret. Quelqu'un qui est en prison, qui purge sa peine, qui rentre en prison avec un passeport algérien valide, sort de prison quelques années plus tard avec un passeport algérien qui a perdu sa validité. Il passe par le CRA, puisqu'il n'a plus de papier et on doit le raccompagner à la frontière. Et l'Algérie ne le reconnaît pas comme étant son ressortissant, avec un passeport. Et ça, c'est factuel. C'est factuel. Voilà. Et d'où, donc, évidemment, il reste au CRA 90 jours, et ensuite on le libère, et il a une OQTF qu'on n'applique pas, et c'est un délinquant chevronné, et il reste en France. Et d'où les tensions dernièrement au niveau politique entre l'Algérie, le Maroc, notamment la France, alors aussi un petit peu la Tunisie. Gérald Darmanin en a parlé, et bien sûr ça fait partie en ce moment des négociations entre les pays du Maghreb et la France. Dernière petite pause publicitaire dans notre débat, et puis on aborde la fin, immigration, la politique de la France inefficace ou pas. Vous nous donnez votre avis. 0826 300 300. À tout de suite. Nous avons évoqué plein de sujets. Alors, il y a une question qu'on nous pose d'ailleurs sur Twitter. J'ai vu, on est bien d'accord, Victor Delage, que, et la chanson de Pierre Perret le dit, l'immigration est aussi une chance. L'immigration est une chance, oui, quand c'est une immigration qui est contrôlée, qui est maîtrisée, qui est aussi choisie en fonction de nos besoins. Ce que l'on constate d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion que nous réalisons, c'est que quand l'on interroge nos concitoyens sur est-ce que l'immigration, d'un point de vue culturel, est quelque chose de positif, vous avez une majorité qui vont dans ce sens. Par contre, on voit aussi que l'immigration incontrôlée est une des principales préoccupations des Français sur le temps long. Donc, c'est une chance si, effectivement, cette immigration est régulée et si les citoyens ont aussi le sentiment que l'État a un peu les clés en main. Si je comprends bien, c'est je veux bien que tu viennes habiter chez moi, mais tu vis à ma manière. C'est ça l'idée ? Voilà, avoir une immigration qui est contrôlée et où les personnes
qui arrivent sur le territoire s'intègrent à notre modèle, à nos valeurs, etc. J'en profite pour préciser simplement, parce qu'on entend régulièrement dans le débat que l'immigration est bénéfique pour notre économie. En réalité, c'est le cas, certaines études l'ont montré, dans certains pays ça existe, mais quand on s'intéresse au cas français et qu'on part des données et de rapports de l'OCDE, on voit que l'immigration en 2018, c'est moins 0,85 points du PIB. Produit intérieur brut. Du produit intérieur brut, ce qui représente autour de 20 milliards d'euros. Donc, pour le cas français, l'immigration coûte plus cher que ce qu'elle rapporte en réalité. Et pour le cas allemand, par exemple, puisque les Allemands récemment ont dit qu'il leur fallait encore plus de population issue de l'immigration. Alors, j'invite nos auditeurs à regarder le rapport qu'on publie lundi, qui sera disponible sur notre site, parce que effectivement, nous avons mis les résultats pour tous les pays de l'OCDE. L'Allemagne, je ne me souviens pas précisément, mais je crois qu'on est autour de 0, que c'est plutôt neutre en réalité. Bon, parmi les thèmes, et William T, évidemment, ça vous éveille des problématiques, alors vous allez réagir, c'est l'accès aux soins pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, qui est assuré, donc rappelons-le, par la protection universelle maladie, qui a remplacé la CMU. On parle encore de la CMU. Voilà. Bon, c'est une condition séjour interrompu d'au moins 3 mois sur le territoire, voilà, qui a été introduite fin 2019, sauf pour les mineurs, où là, c'est tout de suite une prise en charge. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Ça dit, venez, quoi qu'il arrive, on vous soigne ? Moi, je pense qu'initialement, c'était quand même une bonne idée, parce que si par cas vous venez de pays dits difficiles, souvent vous n'avez pas forcément la même protection immunitaire, le même niveau de vaccin, etc., que dans un pays dit anciennement industrialisé comme la France ou des pays de l'Union européenne. Donc je pense qu'initialement, c'est une bonne idée. Mais comme l'ensemble des bonnes idées françaises, elle a été dévoyée, et en fait, les personnes ont compris qu'il y avait des failles dans le système et se sont faufilées pour pouvoir exploiter les failles dans le système. Et c'est comme ça qu'on arrive à des dérives et une explosion du coup de l'AME, de la CMU, enfin j'ai oublié le nouveau nom. Je reviens vers vous, mais Grégory Joron, justement, est-ce que les enquêtes montrent qu'il y a beaucoup d'abus sur ces frais médicaux ? Est-ce que c'est une tendance que vous percevez ? Est-ce que cette problématique est apparente chez vos confrères policiers ? Oh oui, je ne suis pas sûr qu'on puisse mesurer ça par le prisme policier pour le coup réellement, puisque voilà, nous on ne demande pas s'ils ont accès à la mais sur des enquêtes de détournement, aujourd'hui c'est pas une problématique. Je suis pas sûr que ce soit. Alors déjà, je suis pas sûr que ce soit la chose la plus prégnante. Nous, c'est vraiment la délinquance de rue plutôt, et l'aspect migratoire avec les passeurs, tout ce que ça induit comme traite d'humains, etc., etc. Sur l'aspect médical, c'est plutôt à mon sens. Mais ce qu'on peut dire, c'est aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de trafic, c'est pas identifié dans des grandes enquêtes, par votre connaissance. Non. Pas connaissance. Bon, c'était important de le préciser. William Tay, oui. Donc moi, ce que je disais, c'est qu'en fait, on voit bien qu'en fait, avec le nombre d'immigrants, d'immigrés légaux et non légaux sur le territoire français, on a vu que l'ensemble de ces coûts avait explosé. Est-ce que ça part d'une bonne idée ? Moi, je pense que ça part d'une bonne idée. Mais seulement, comment vous pouvez l'expliquer à la population, alors que dans le même temps, depuis la crise financière de 2008, on demande des Français davantage d'efforts, et ce qui est le cas actuellement avec la réforme des retraites. C'est vrai que d'un premier... Alors, quand on regarde de manière primaire, alors de temps en temps il faut prendre du recul, mais je veux un rendez-vous chez le médecin, je n'en ai pas. Je dis que le système hospitalier est en déficit, et effectivement, qu'est-ce que je constate ? Je me dis qu'on n'a peut-être pas les moyens de permettre cela. C'est pour ça que moi je pense, si vous prenez le coût exact, qui est à peu près 1 milliard d'euros, c'est pas non plus le plus excessif. Il y a pire comme endroit, et Victor Delage l'a rappelé, ça nous coûte plus de 20 milliards d'euros avec les différents centres de détention, des centres administratifs, etc. 20 milliards d'euros, le coût de l'immigration ? Avec tous les coûts annexes liés au recours, etc., les frais en charge de policiers supplémentaires, etc., par an. Et je pense que c'est ça le véritable point. C'est-à-dire qu'en fait, il est difficile de demander aux Français, et le contexte n'est pas le même en 2023 que dans les années 70, il est difficile aux Français de demander des efforts supplémentaires sur les finances publiques. Il est difficile de tenir des discours en disant que c'est la fin du temps de l'abondance. C'est la fin du temps de l'abondance. Vous avez des restrictions au niveau de l'eau, vous avez des restrictions au niveau énergétique, et dans le même temps, de voir des personnes qui ne contribuent pas au modèle dit contributif de l'État-providence bénéficier de droits qui vous apparaissent comme supérieurs aux vôtres. Et c'est ça le point de fracture essentiel. Et c'est là où on a une distinction essentielle, comme vous l'avez rappelé dans votre enquête, entre des gens qui considèrent malgré tout que l'immigration est une chance, parce que vous avez beaucoup de personnes
qui dans leur entourage connaissent une personne soit immigrée, soit d'origine immigrée, qui considèrent que c'est pas le mal absolu. Mais par contre, dans le même temps, quand vous faites face à des difficultés dites personnelles, il est vraisemblable que les temps à venir, avec une inflation vraisemblablement qui va augmenter dans les prochaines semaines et les prochains mois, conduisent à des efforts supplémentaires. Et dans le même temps, on vous dit, il faut le justifier. Que des personnes ont davantage de droits. Et quand vous regardez l'ensemble des droits, vous avez un véritable problème, que ce soit au niveau des recours, au niveau des logements et au niveau des droits qui sont associés, aide sociale, etc. Victor Delage, sur l'accès aux soins, que se passe-t-il chez nos voisins ? On a incontestablement la politique d'accès aux soins la plus généreuse, si on se compare à tous les pays de toute l'Union européenne. De toute l'Union européenne. Nous sommes les plus généreux. On est les plus généreux à ce niveau-là, parce qu'on a une singularité, c'est que nos soins sont à la fois gratuits et sans plafond. On le sait, peu importe le pays où on est, quand vous voulez avoir accès à certains traitements, à certains médicaments, c'est extrêmement cher, et quand c'est à la charge du patient, peu importe, même si vous êtes assez fortuné, vous ne pouvez pas avoir accès à cela, parce que c'est vraiment exorbitant comme prix. Par exemple, le coût d'une dialyse, c'est 80 000 € par an par patient. Et en France, cela est remboursé à 100%. Donc, bien sûr, c'est extrêmement attractif pour les personnes qui souhaitent obtenir un titre de séjour pour soins, à tel point qu'on a un petit peu regardé dans le détail les pays d'origine qui viennent pour des traitements et des soins. Vous avez des Américains. Carrément, oui. Des Canadiens. Oui, parce que là-bas, il n'y a pas de protection type sécurité sociale. Des ressortissants de grandes démocraties, quand même, qui viennent en France pour se faire soigner, parce que, effectivement, dans leur pays, ils ne seront pas remboursés. Si on regarde un petit peu l'AME, qui est l'aide médicale d'État, ce qu'on voit, c'est que, effectivement, toute personne qui est sur notre territoire et qui est irrégulier, c'est-à-dire vraiment l'immigration clandestine, bénéficie de l'AME, c'est-à-dire que ça soit pour les soins hospitaliers ou certains traitements, ils sont remboursés globalement presque à 100%. Et quand on regarde les chiffres, en 2022, il y avait 398 000 bénéficiaires de l'AME, ce qui représente un coût, comme ça a été dit, de 1,09 milliard. Si on compare à 2018, c'est plus 25% de bénéficiaires et plus 17% en termes de coûts. On voit que Grégory Joron, pour conclure, cette étude, finalement, elle peut vous aider, vous aussi les policiers, parce que il y a des faits, il y a du concret, et il n'y a pas d'attaque style raciste ou je ne sais quoi. Ce sont les faits. Oui, c'est extrêmement intéressant. C'est ce qu'on disait. Ça a été justement, je pense, mené de la bonne manière. C'est-à-dire que cette comparaison déjà avec les voisins européens est, à mon avis, très importante, parce qu'elle démontre justement nos failles, nos carences et peut-être ce qui devrait être regardé très rapidement par nos politiques. Parce que si on veut redresser la barre, c'est pas en claquant des doigts. Il va falloir être plutôt rigoureux pendant quelques années, très clairement. Il y a un enjeu sur la loi immigration à venir en discussion qui pose justement, je crois, les points et une orientation qui va aller vers une immigration choisie pour le coup. Et c'est peut-être au travers de l'intégration et le choix la clé d'un vrai changement. Merci à vous trois, Grégory Joron, secrétaire général d'unité SGP Police, William T pour le think tank Le Millénaire, et puis Victor Delage de la Fondapol. Bravo pour votre étude. Merci. Nous revenons dans un instant, les infos. Nous parlons de la transidentité, ou ne pas s'identifier au genre attribué à la naissance. C'est un problème de plus en plus évoqué. Des consultations en endocrinologie pédiatrique se multiplient en France, 65 en 2021. Beaucoup de jeunes veulent changer de sexe et beaucoup de médecins, beaucoup de spécialistes du monde médical semblent bien dépourvus et bien désarmés pour répondre au plus précis à cette question. Alors, au moment où les Espagnols qui ont fait voter une loi sur laquelle nous reviendrons sont en plein débat parlementaire, plein de débat finalement de société sur cette question. Nous voulions parler de la problématique au quotidien en France avec nos spécialistes. Dominique Crestinou, vous êtes gynécologue spécialiste dans ce domaine. Bonjour Dominique Crestinou. Bonjour. Nous recevons également Céline Masson, qui est psychanalyste et professeure des universités, co-auteur de La fabrique de l'enfant transgenre, comment protéger les mineurs d'un scandale sanitaire. Bonjour Céline Masson. Bonjour. Bon, je vous pose tout de suite la question et vous allez, j'en suis sûr, me le confirmer, Dominique Crestinou. C'est une problématique qui se pose de plus en plus. Aujourd'hui, la parole a été libérée.
Et donc, les médecins sont en face de plus en plus de demandes pour changer de sexe. C'est tout sauf simple. C'est très compliqué, les médecins sont désemparés, les parents sont désemparés. Loin de moi l'idée de dénier les véritables transgenres. De quoi parle-t-on? Cela existe. Ce sont des gens qui, depuis leur prime enfance, ne se sentent pas dans le bon corps. Les statistiques sont très difficiles à trouver, mais au plus fort, on trouve que ça fait 0,03% de la population. C'est-à-dire que sur 67 millions de Français, ça serait un grand maximum de 20 000 personnes. 6 000 à tout âge et tout sexe confondus. Donc on parle de quelques milliers de personnes. Donc environ 70 consultations par an, c'était la dernière tendance. Voilà. Or maintenant, nous assistons à une épidémie, si je peux me permettre ce terme d'épidémie, car c'est une maladie, de dysphorie de genre, donc à apparition rapide. Là, le phénomène... La dysphorie de genre, c'est la traduction d'une souffrance. Il y a souffrance. Absolument. Chez des adolescentes, il faut juste noter que les véritables transgenres étaient en majorité masculins et que maintenant nous assistons à une épidémie chez les jeunes adolescentes féminines qui vont se révéler, faire leur coming out comme je suis un garçon. Donc après, ça implique des tas de thérapeutiques compliquées. Alors, à partir de quel âge vous avez quelques repères? Est-ce que c'est l'adolescence? Il semblerait qu'il y a toujours eu des garçons manqués chez les filles et des petits garçons qui essayaient les jupes de leur mère. Oui, les filles manquaient, les garçons manquaient. Voilà. Mais ça n'est rien, ça n'a plus rien à voir. À partir de l'âge où ces jeunes vont sur les réseaux sociaux, parce que je suis obligée d'en parler, où il y a des influenceurs et influenceuses qui se racontent, qui ont 300 000 suiveurs en quelques jours, et que ces jeunes adolescentes, puisque je parle majoritairement des filles, puisque étant gynéco, je vois plutôt des filles, ont des problèmes d'adolescence. La puberté, c'est compliqué. On a des grosses fesses, des grosses cuisses, on se fait moquer maintenant dans les collèges, on est dans une drôle de culture. Et on se sent souvent bien seul. Alors, ça implique donc 12 ans, 14 ans. Et on décide de son corps. Et si je comprends bien, Céline Masson, vous qui êtes psychanalyste, nous sommes finalement en phase, et Dominique Crestinou le dit de son point de vue de gynécologue, de médecin, mais nous sommes en phase d'une décision cruciale au moment de la vie où finalement on est peut-être le moins objectif pour des décisions. Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais quand même ajouter qu'il ne s'agit pas de dysphorie de genre pour la plupart de ces jeunes filles, mais de dysphorie pubertaire, pour reprendre l'expression de Nicole Athéa. Ce sont des adolescentes qui sont mal dans leur corps. D'ailleurs, pour ceux dont on a un petit peu le témoignage, c'est souvent des jeunes filles qui ont très mal vécu l'arrivée de leurs règles, la poussée des seins. Donc ça, on voit ça quand même très fréquemment. Donc c'est pour ça que je trouve plus juste de parler de dysphorie pubertaire. Voilà, c'est vraiment le malaise effectivement des adolescents et notamment des adolescentes à l'arrivée de la puberté. On peut peut-être, Céline Masson, repréciser. Je donnais le cas de l'Espagne là, qui est en plein débat public en ce moment. Alors que dit cette loi? C'est possibilité de changer ses papiers d'identité, sous-entendu de devenir garçon ou femme dans les deux sens, enfin garçon ou fille. C'est possible pour les 14-16 ans avec autorisation et accompagnement des parents. C'est possible entre 12 et 14 ans avec l'accord de la justice obligatoire, et à partir de 16 ans, c'est possible quoi qu'il arrive. En France, c'est un peu différent. Alors en France, vous pouvez, pour les mineurs, avec l'autorisation des parents, les mineurs peuvent changer aussi à l'état civil leur prénom et leur sexe. C'est tout à fait possible avec l'autorisation des parents. Par contre, effectivement, pas avant 18 ans, sans l'autorisation des parents. Ce qui change tout, pas avant 18 ans, ce qui change complètement tout. Parce que là, on suppose une autodétermination et une émancipation donc à 16 ans. Et c'est vrai que c'est très jeune. D'autant que ces jeunes sont souvent mal, encore une fois, on a une concurrence de troubles psychopathologiques pour ces jeunes filles et ces jeunes garçons. On l'a dit, on a déjà évoqué dans de nombreux textes, l'anxiodépression, les troubles anxiodépressifs, l'anorexie, l'autisme, voilà. Donc il y a des troubles associés, et ce qu'on dit, nous, et de nombreux d'ailleurs maintenant médecins et psychiatres, c'est qu'on ne tient pas suffisamment compte
de ces troubles. Vous voyez. Oui, donc voilà. Donc la question c'est est-ce qu'on a posé un diagnostic? Quand le jeune, parce qu'on s'auto-diagnostique en fait à partir des réseaux sociaux, effectivement, on s'auto-diagnostique dysphorie de genre et étant un garçon, vous voyez, et personne n'interroge au nom de l'autodétermination, personne n'interroge le fait de se sentir garçon, etc. Sauf que nous disons que c'est un symptôme d'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'être trans est un symptôme, pas du tout. Je pense que ces jeunes-là ne sont pas trans. Il faut le dire, une grande majorité. C'est quelque chose d'assez différent. Alors, justement, Céline Masson, parce que la question de l'adolescence, on l'a bien compris, est centrale. Vous parliez donc de cette problématique à la puberté. Il y a aujourd'hui, Dominique Crestinou, ce qu'on appelle des bloqueurs de puberté. Voilà. Ça, c'est affolant. Alors bien sûr, après, il y aura éventuellement les traitements hormonaux et éventuellement les opérations chirurgicales. Mais c'est quoi ces bloqueurs de puberté? D'abord, je suis bien d'accord avec le diagnostic de Céline Masson sur la dysphorie pubertaire. Je vais utiliser dysphorie de genre qui n'est pas pour le grand public. Ce malaise avec ces troubles psychiques préexistants implique des thérapeutiques qui ne sont pas sans conséquences. Que le lobby des trans LGBTQI+ dit réversible, mais on n'en est absolument pas sûr. Donc les bloqueurs Vous parlez de lobby, ça peut être aussi la voix de certaines personnes qui veulent partager leur expérience. Lobby, c'est vouloir obliger. Alors, je ne vais pas se prendre que... Puisque il y a eu assez d'attaques et ça me fait traiter de transphobe. Les bloqueurs de puberté sont des médicaments qui agissent sur l'hypophyse. Alors, tout ça, c'est un peu compliqué. Qui sont utilisés dans des pathologies graves. C'est-à-dire, on a parlé des endométrioses, quand il y a des grosses douleurs, dans des cancers de la prostate chez l'homme, dans des cancers hormonodépendants du sein chez la femme, ou dans certaines pubertés très précoces, quand une petite fille a des seins qui lui poussent à 5 ans, il faut la traiter. Ils ne sont pas sans conséquences parce qu'ils entraînent des effets secondaires, donc des maux de tête, des bouffées de chaleur, et puis une déperdition osseuse. Donc on ne sait pas trop ce que ça fait sur le futur. Alors il y a pardonnez-moi docteur, mais il y a la question, c'est-à-dire moi je suis parent aussi, et je me mets à la place de tous les parents. Si votre enfant adolescent vous dit j'aimerais un traitement de bloqueur de puberté, n'importe qui est affolé. Alors il y a peut-être des parents qui ont moins conscience, mais déjà ça fait peur. Ça fait peur, mais il y a des parents à qui des psys, et malheureusement on manque de psys, on manque cruellement de pédopsies en France, à qui des psys ont dit préférez-vous une fille suicidée ou un garçon vivant. Donc les parents sont terriblement désemparés. Mais bien sûr que ça fait peur. Mais on leur dit aussi, et eux lisent, ça retarde la puberté, ça laisse aux jeunes le temps de mûrir. Ce qui n'est pas, Céline Masson a beaucoup travaillé là-dessus, ce qui n'est pas véritablement exact. Alors pour vous, il y a effectivement une vraie question déontologique, éthique. Alors justement, pour conclure avec vous, Céline Masson, cette première partie du débat, beaucoup d'endocrinologues, ça c'est évidemment le piège habituel de la prononciation, d'endocrinologues, se plaignent de ne pas finalement, dans leur travail, avoir l'accompagnement psychiatrique. Ça semble nécessaire, sauf que la loi française ne l'oblige pas, puisque ce n'est plus considéré comme une tare. Je parle avec des mots de béotien, volontairement. Tout à fait. En fait, ces jeunes peuvent aller dans des consultations d'endocrinologie ou de médecins même généralistes et obtenir des hormones. Nous, on a les preuves par des parents qu'au bout d'une ou deux consultations, ils obtiennent des hormones, donc y compris le planning familial. Donc ça, ce sont les témoignages effectivement de parents. Pas dans les consultations dédiées puisqu'ils sont quand même plus prudents et ce sont des consultations de pédopsychiatrie. Donc ça se passe pas aussi facilement dans les consultations dédiées, c'est-à-dire d'identité sexuée. Par contre, effectivement, on peut obtenir en dehors de ces consultations des hormones assez facilement. Et il y a des listes de médecins qui donnent assez facilement des hormones. Mais nous sommes d'accord, Céline Masson, que dans ce genre de décision, un accompagnement psychiatrique est nécessaire. Bien sûr, surtout quand ces jeunes présentent des difficultés par ailleurs, ce qui est quand même le cas. Quand on a les témoignages des parents, on se constate que ces jeunes vont pas bien. Ils ont eu des diagnostics posés au préalable, encore une fois, d'anxiodépression, de troubles divers. Alors HPI, c'est vrai que c'est un peu un mot fourre-tout, mais c'est vrai qu'on trouve beaucoup d'HPI. On se demande d'ailleurs, il y a aussi là des
l'épidémie d'HPI. Mais c'est vrai que ces jeunes présentent, et notamment la période Covid a été quand même une période difficile pour ces adolescents. Et comme vous le savez bien aussi, on manque d'accueil pédopsychiatrique pour les jeunes. Donc il y a une grande souffrance en France de l'accueil de ces adolescents. Du coup, ils trouvent des solutions. Vous savez, c'est simple. Ils vont sur Internet, ils mettent « je suis mal dans mon corps », etc. Et ils obtiennent par Google très vite des réponses « c'est que tu es un garçon ». Ça, c'est ce que nous disent les jeunes. Bon, merci beaucoup Céline Masson pour nous avoir éclairé sur la question. Nous restons bien sûr ici en studio. Dominique Crestinou est avec nous, gynécologue, et nous recevons dans un instant Béatrice Denès, qui est journaliste indépendante et enseignante, coprésidente de Transsanté France, une association qui regroupe des professionnels de santé. Allez, à tout de suite. Vous pouvez réagir aussi si vous êtes confronté à ces situations. 0826 300 300. À tout de suite. La transidentité, ou ne pas s'identifier au genre attribué à la naissance. Beaucoup de situations qui se présentent et régulièrement et de plus en plus à nos médecins. Dominique Crestinou est avec nous, vous êtes gynécologue, et nous accueillons également une journaliste indépendante et enseignante et coprésidente de Transsanté France, Béatrice Denès. Vous êtes née homme, vous êtes désormais femme. Bonjour Béatrice Denès. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors déjà, le point de vue de Dominique Crestinou pour planter le décor, parce que nous sommes, et nous l'avons rappelé sur la première partie, en présence d'une espèce de commerce aussi sur Internet. Alors ça, c'est assez impressionnant. On trouve des hormones féminisantes et ça, peut-être plus que toute autre chose, Dominique Crestinou, vous le mettez en avant parce que ça vous inquiète. Alors je suis inquiète car ces adolescents, certes en rupture psychique souvent, mais en bonne santé globalement et qui vont s'en sortir, même s'il y a un risque suicidaire non négligeable, vont devenir des malades à vie. Ils vont devenir des personnes stériles le plus souvent et des personnes ne connaissant pas le plaisir sexuel. C'est-à-dire qu'après l'éventuelle opération chirurgicale, d'abord, il y a un traitement hormonal, un traitement hormonal qui n'est pas dénué de risque et qui, les laboratoires se frottent les mains. On a même créé une ALD, affection de longue durée, on paye pour eux. Et ces personnes peuvent avoir recours à une chirurgie, la chirurgie du haut ou la chirurgie du bas. Le haut, ils se font enlever les seins. Le bas, on transforme les organes sexuels. Et ça n'est pas rien, car le résultat n'est jamais formidable. Donc que des gens matures le fassent, évidemment, libre à eux, il y a des chirurgiens très spécialisés, mais sur des jeunes... Mais la question des adolescents, sur des jeunes, était notre alors qu'ils n'ont pas... centrale. À quel âge est la maturité sexuelle? À quel âge peut-on écouter la parole de l'enfant? Très bien, très important. Bon, Béatrice Denès, nous avons évoqué toutes les problématiques. Vous nous confirmez que quand on est avec un sexe qui n'est pas celui dont on a la conviction d'être, descendant, ça nécessite de toute façon de changer puisqu'il y aura un mal-être qui suivra toute la vie. C'est la réponse à ce que vient de dire aussi Dominique Crestinou. Bah oui, forcément. Mais attention, on a tendance à mélanger sexe et genre déjà. Donc, il faut aussi savoir que dans les personnes trans, tout le monde ne fait pas forcément un traitement, ne suit pas forcément un traitement hormonal ni des opérations chirurgicales. En tout cas, moi, si vous voulez, ce que je me permets quand même de dire, c'est que depuis tout à l'heure, j'ai écouté le début de l'émission, je suis affolé par le côté, en effet, anti-trans extraordinaire et les contre-vérités qui sont affirmées. Par exemple, quand on parle d'intervention chirurgicale, notamment sur les enfants, ça n'existe pas en France. Alors, oui, alors c'est ce qu'on a dit. Oui, bien sûr, Béatrice. Béatrice, bien sûr, mais en même temps, alors là, il y a la réalité médicale et ça, on ne peut pas la remettre en question. En revanche, nous avons rappelé que la loi ne permettait pas de faire ces opérations, ça c'est sûr. Maintenant, c'est l'accompagnement. Dites-nous, Béatrice Denès, aujourd'hui, si vous constatez que les médecins sont désemparés et que s'ils le sont, ce n'est pas par mauvaise volonté, mais parce que rien n'est fait pour encadrer un peu mieux ce genre de passage d'un sexe à l'autre, d'une identité à l'autre.
Mais il n'y a pas. Enfin, ça me fait peur, moi, ces histoires d'encadrement. En France, le vrai problème qui existe, c'est un manque de formation des médecins, et il est très très difficile. Quand vous parlez du fait, par exemple, que des jeunes ou même des adultes, d'ailleurs, vont sur des sites pour acheter des hormones, c'est aussi parce que en France, il manque de personnes qui s'y connaissent. Notamment, notre association est en train de développer et de pousser le fait que des médecins généralistes puissent s'y connaître en termes de transidentité et puissent intervenir. Il n'y a pas suffisamment d'endocrinologues qui s'y connaissent, notamment en termes de dosage. Et tout ça, évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et là, on est tous d'accord pour dire ça. Simplement, moi, ce qui m'affole, ce qui m'inquiète et ce qui, franchement, m'attriste en tant que personne trans, c'est d'entendre tout ce qui a pu être dit précédemment, et notamment sur le fait de nous considérer comme étant des gens tarés, puisque le mot tare a été utilisé. Oui, alors justement, oui. Non, mais ça, c'est très intéressant, Béatrice. C'est moi qui ai utilisé ce terme volontairement. Et je vais vous dire pourquoi je l'ai utilisé. C'est-à-dire que la loi aujourd'hui dit non, il n'y a pas d'accompagnement psychiatrique, parce qu'on pourrait penser que s'il y a accompagnement psychiatrique, on considère cette volonté de passer d'une identité ou d'un sexe à un autre, c'est une tare. Donc je l'ai dit volontairement, mais jamais il a été dit que c'était une tare. Ça, c'est pas le problème. Maintenant, est-ce que vous pouvez concevoir que dans l'accompagnement, un suivi psychiatrique, et notamment lors de la jeunesse et de l'adolescence, c'est quand même un plus, ça fait partie de quelque chose qui semble logique, non ? Mais de toute façon, ça se fait, parce qu'en fait, quasiment tous les enfants, les mineurs trans vont consulter des pédopsies qui s'y connaissent dans cette question. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux. Et quand on affirme, par exemple, que dès la deuxième ou troisième rencontre avec un pédopsie, ça y est, tout de suite, c'est parti ensuite vers un pédo-endocrino qui va distribuer des traitements hormonaux. Non, il n'y a pas non plus de traitements hormonaux avant 18 ans. Il peut y avoir des bloqueurs de puberté, vous l'avez abordé tout à l'heure. Oui, et là aussi, on a voulu faire peur là-dessus. Moi, si vous voulez, on veut faire peur, c'est-à-dire on a peur. Donc le but, c'est pas de vouloir faire peur, c'est de dire si j'ai peur, il faut faire quelque chose, quand même. Voilà, le problème, si vous voulez... Et pour conclure, Béatrice, oui. Non, moi, simplement, ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, on entend énormément d'associations comme l'Observatoire La Petite Sirène ou d'autres associations de ce type-là qui ont décidé de faire peur auprès de gens qui n'y connaissent strictement rien dans la transidentité. Le principal, c'est quand on est une personne trans, c'est de se dire on n'a pas fait ce choix. Vous savez, c'est un mal-être. En fait, donc simplement, écoutons les personnes trans, aidons-les enfants, et pas simplement justement avec un traitement psychiatrique qui va les faire revenir dans le droit chemin. C'est ce qu'on appelle de la thérapie de conversion, et ça, c'est interdit. Il faut simplement être à l'écoute des gens. C'est pas une épidémie, c'est le fait de vouloir être soi-même, et je pense que ça dérange personne dans une société. Et le message est passé, Béatrice. Merci beaucoup. Message passé. On voulait revenir sur cette question qui n'est pas simple, évidemment, vous l'avez compris. Tout de suite, c'est André Berkoff sur Sud Radio. À demain.